Bienvenue. Aujourd'hui, on se lance dans l'exploration d'un roman d'espionnage, Ce que la lumière doit aux ténèbres. Un titre assez évocateur. Oui, bonjour, on a effectivement plusieurs chapitres sous la main et ça tisse une toile vraiment complexe, pleine de faux semblants. L'idée, c'est de décortiquer ensemble quelques éléments clés. On va parler d'une mort qui peut-être n'en est pas une, d'agences de renseignement qui se tirent dans les pattes, Absolument. Et puis des vies secrètes, des technologies assez bluffantes et un complot qui semble mondial, quoi. et tout commence par un choc terrible pour le personnage principal, Hervé Glane. Il apprend la mort de ses amis Michel Terrac et Adela Ochoa. Oui, une mort brutale. Leur voiture aurait été pulvérisée par une explosion. Une disparition totale. Ce qui est presque impensable aujourd'hui, comme le souligne le livre, personne ne disparaît. On est tous des points qui clignotent sur un écran. Ça interpelle direct. Tout à fait. Hervé est sous le choc, bien sûr. Mais très vite, il y a un truc qui le chiffonne. Cette explosion, c'est trop propre, presque trop parfait. Et puis, il y a le cas de Maëlie. Ah oui, Maëlie. L'experte en sécurité, une ancienne des forces spéciales israéliennes, le Chaïeté 13, rien que ça. Elle devait protéger Adela. Alors la question c'est, pourquoi elle n'était pas avec eux dans la voiture? Comment elle a pu passer au travers? Pour Hervé, ça sonne faux. Son instinct lui dit qu'il y a quelque chose de louche là-dessous. Et il a raison de se méfier, évidemment. Parce que la vérité, c'est que Michel et Adela sont vivants. Exactement. Ils ont mis en scène leur propre mort. Une opération assez sophistiquée d'ailleurs. Montés avec l'aide de la CIA, si j'ai bien compris. Avec deux agents, Dick et Rosvita. C'est ça. Et pourquoi un truc aussi extrême? Pour échapper à une branche, disons, revancharde de la NSA, la Green Division. Ah, la fameuse Green Division. Ils voulaient leur peau à cause d'une vieille histoire, c'est ça? Une histoire de financement par les cartels, mentionnée dans un autre livre apparemment. Précisément. Et l'ironie, c'est que la NSA croyait avoir engagé une société militaire privée pour le coup, mais cette société était en fait une couverture de la CIA, un vrai sac de nœuds entre agences. C'est incroyable. Et pour que ça marche, cette fausse mort, ils utilisent quoi? Alors là, on est en plein dans l'actualité technologique. Le deepfake. Une vidéo truquée donc. Une vidéo entièrement fabriquée, oui. On y voit Adela et Michel monter dans la voiture juste avant l'explosion. Suffisamment convaincante pour tromper la Green Division. Et ça marche. Ils y croient? Apparemment, oui, ils pensent leur vengeance accomplie. Ce qui est intéressant et un peu flippant, c'est comment le roman montre que même des agences surpuissantes peuvent être bernées par une fausse réalité. La vérité devient très élastique. Ça donne le vertige, c'est clair. Mais il y a une victime dans cette histoire. Une victime collatérale, Maëlie. Oui, et ça, c'est un aspect particulièrement froid de l'histoire. Adela s'est arrangée pour que Maëlie soit retenue ailleurs au moment crucial. Comment ça? Un policier local, corrompu pour l'occasion, l'a bloquée à l'aéroport avec un prétexte bidon. Michel lui avait même piqué son téléphone. Donc Maëlie est laissée complètement dans le flou. Et avec la culpabilité terrible d'avoir échoué. Exactement. Une manipulation d'une grande cruauté, vraiment. Une forme de trahison. Pendant ce temps, Michel et Adela, sous leurs nouvelles identités Michael Reicha et Angelina Garcia, refont leur vie. À Barcelone. Nouvelle vie, mais pas sans précaution. Michel, avec son expérience, il reste pas les bras croisés. Il déploie des outils de surveillance, Ah oui. du genre... Il utilise notamment un RTL SDR, une petite clé USB, pour monter un IMSI catcher passif. Ça lui permet de voir les téléphones actifs autour de lui, discrètement. Intéressant de voir ces outils de surveillance devenir presque grand public. Et pour se défendre, il se heurte à la loi sur les armes, non? Tout à fait. La loi espagnole est stricte. Alors il opte pour des airguns, des répliques d'armes à air comprimées. Pas létal, mais ça peut faire illusion ou dissuader. Voilà. Il choisit des modèles réalistes, un revolver, un pistolet. Il mise sur l'ambiguïté légale si jamais il devait s'en servir. C'est un pari, sans doute plus psychologique qu'autre chose. Et à Barcelone, ils font des rencontres. Des voisines Ruf, Tasha et Olga. Oui, une rencontre qui commence de façon un peu banale. Michel prête même une de ses répliques pour une séance photo. Mais ça dérape un peu, non? Pas. C'est Adela qui découvre le pot aux roses. En allant chez Olga, elle réalise que l'appartement est un studio pour un site web voyeuriste, LA24, bourré de caméras cachées. Sympa l'ambiance. Et la CIA, elle les laisse faire leur petite vie tranquille? Pas exactement. Leur contact sur place, l'agent Brian, les avertit que les Russes du coin, un certain Dimitri notamment, commencent à s'intéresser à eux. Et là, la CIA revient à la charge. Oui, et avec une proposition, assez spéciale pour Adela.
C'est-à-dire? Lui demander d'infiltrer ce réseau russe en participant elle-même au site voyeur LA24. Quoi? Sérieusement? Oui, et CIA compte même utiliser une ferme à trolls pour booster sa popularité en ligne et attirer l'attention de Dimitri. L'objectif? Comprendre ce que mijotent ces Russes. Utiliser un site comme ça pour du renseignement, c'est audacieux et assez glauque, non? Complètement. On est en pleine zone grise là. Et pendant qu'Adela envisage ça, Michel, lui, se fait repérer par Dimitri pour ses compétences techniques. Ah! Comment ça? Il a réussi à identifier un hélico suspect près de chez eux avec ses propres moyens. Dimitri est impressionné et le recrute pour une mission. Une mission pour les Russes, alors qu'il est censé les infiltrer pour la CIA. Exactement. Il doit aller à Monaco pour un colloque sur la désinformation et utiliser un scanner RFID modifié pour voler des données de cartes bancaires. Pour ensuite monter des opérations de chantage ou de compta via le Darknet, c'est ça? Voilà l'idée. Le voilà pris dans un double jeu hyper dangereux. Situation intenable. Pendant ce temps, retour en France avec Hervé. Il continue ses propres enquêtes, j'imagine. Il s'intéresse à un certain Vladimir Vataïev. Oui, Vataïev et ses sociétés comme Pristine Lex ou Naturalife, sous couvert d'écologie et de survivalisme. Est suspecté d'être une façade pour des opérations russes. C'est ça. Pour financer des mouvements ultranationalistes en Europe, créer de la déstabilisation, les infos d'Hervé parlent même de liens avec l'Iran. Ça dessine des contours de ce que le livre appelle un axe anti-occidental. Ces histoires de réseaux dormants, de façades, c'est classique en espionnage. Le roman le traite comment? Comme une menace réelle? Oui, comme quelque chose de très concret et organisé. Et dans ce cadre, Hervé repère une cible potentielle de manipulation. Rémi Delpech, Un ingénieur chez Thales? qui travaille sur des trucs sensibles. Exactement. La furtivité des appareils, par exemple. Il semble être tombé dans les filets du réseau via une jeune Suédoise, Freda Bjolke, liée à Vataïev. Et c'est là que Maïli revient dans le tableau? Oui, elle est rentrée en France, toujours hantée par sa culpabilité, elle cherche à se reconvertir dans le renseignement privé. Hervé pense à elle pour approcher Delpech. Une mission test, en quelque sorte. L'infiltrer? Oui, en l'abordant via leur passion commune, le systéma, cet art martial russe. Un terrain où Maïli a clairement des atouts. Elle doit gagner sa confiance. Et elle y arrive. Oui, et même très vite. Delpech semble assez naïf, séduit. Il lui révèle non seulement des infos classifiées sur son boulot, mais il confirme aussi ses liens avec le réseau russe. Vataïev, Freda et un certain Piotr Lushenko. Lushenko, il est décrit comment? Moniteur de tir et recruteur pour Naturalife, clairement un homme de main. Ça commence à sentir mauvais, cette histoire. Malheureusement, oui. L'infiltration tourne très mal. Lushenko agresse Maëlie. Et peu après, elle et Delpech sont enlevés. Oh non. Et Hervé la prend comment? De la pire des manières. Grâce à un logiciel espion qu'il avait réussi à faire installer sur le téléphone de Delpech par Maëlie. Il a un enregistrement? Un enregistrement audio. Absolument glaçant. On entend l'interrogatoire brutal de Delpech par Lushenko et Vataïev. Puis son exécution. Et Maëlie? Il l'assassine juste après. Froidement. Les détails sont sordides. Hervé est anéanti. Il réalise qu'il l'a envoyé à la mort. La culpabilité doit être insoutenable. Terrible. Un vrai tournant. Ça change tout pour lui, j'imagine. Complètement. Et paradoxalement, cette tragédie va relier toutes les intrigues. Au même moment, à Paris, l'équipe technique d'Hervé fait une découverte numérique importante. Grâce à Béatrice, l'experte tech. Oui. En cherchant l'activité passée de Michel sur Instagram, elle trouve un nouveau compte, créé juste après sa mort. Il suit presque les mêmes personnes. Malin. Elle creuse et... Elle tombe sur des vidéos d'Adela, sur le site voyeur LA24. La preuve, ils sont vivants. Et à Barcelone. La technologie qui les a fait disparaître permet maintenant de les retrouver. Incroyable retournement. Exactement. Mais ça a une autre conséquence. La NSA, qui surveillait Hervé, voit qu'il suit le nouveau compte de Michel. Du coup, ils alertent la CIA. Ah, donc les agences rivales sont obligées de se parler à cause de ça. Voilà. Brian, l'agent CIA de Barcelone, contacte Hervé. Et ça mène aux retrouvailles à Barcelone. Hervé face à Michel et Adela. Ça a dû être tendu. Ils expliquent leur fausse mort, la menace de la NSA. Oui, mais Hervé a une nouvelle terrible à leur annoncer. La mort de Maëlie? Oui. Et surtout, il leur révèle le lien direct. Les tueurs de Maëlie, Lushenko et Vataïev, sont les Russes que Michel et Adela côtoient à Barcelone. L'ennemi est là, sous leur nez. Le choc. J'imagine qu'ils ne peuvent plus rester en retrait après ça. Non, c'est impossible. Par loyauté envers Maëlie et face à cet ennemi commun, ils acceptent d'aider Hervé et la CIA.
Ils partagent leurs infos sur le réseau russe, sur cet axe anti-occidental. Russie, Iran, Chine. Cette alliance de circonstances les plonge encore plus profondément dans le danger, non? En plein cœur, Adela, avec sa couverture de représentante d'un cartel mexicain fourni par la CIA, est invitée à une réunion secrète au sommet de cet axe, au Venezuela. Une infiltration au plus haut niveau. Et comment la CIA compte récupérer des infos? Il l'équipe d'un micro caché dans un piercing au nombril, un gadget high-tech qui transmet par intermittence via satellite. Très risqué. Et le contrôle de sécurité à l'entrée, ça passe? C'est le moment de tension maximale. Le portique détecte l'électronique du piercing. Grossure froide pour Adela. Mais c'est Vatayev qui intervient. Vatayev, le russe? Comment ça? Il l'emmène à l'écart pour une fouille privée. La scène est très ambiguë. Est-ce qu'il la couvre parce qu'il est attiré par elle? Par calcul? On ne sait pas vraiment. Mais il déclare qu'elle est clean. Elle a eu une chance incroyable. Et cette réunion, elle révèle quoi? Grâce au micro, les services occidentaux découvrent l'ampleur du plan de l'Axe. C'est massif. Inonder les USA de fentanyl via la Chine et le cartel, manipuler les marchés de l'énergie via l'Iran et des campagnes de désinformation russe à grande échelle. Une stratégie globale pour déstabiliser l'Occident. La riposte s'organise, j'imagine. Oui, les infos permettent de lancer une contre-offensive coordonnée, des réseaux comme Naturalife en Europe sont démantelés, et dans la foulée, Vatayev et Louchenko disparaissent des radars. Ils s'en sortent comme ça? Pas tout à fait. L'épilogue nous réserve une conclusion plus sombre. Une sorte de justice parallèle. C'est-à-dire? Meir, le frère jumeau de Maëli, qui est aussi agent israélien, entre en jeu. Il les retrouve, Vatayev et Louchenko. Il les capture. Et... Il les emmène dans une cave près de Paris. Et là, après une mise en scène assez glaçante, il les exécute, froidement. Une vengeance personnelle, pure et dure, sous les yeux d'Hervé. Oui, Hervé est présent. Témoin silencieux de cette justice de l'ombre, complètement hors la loi. Ça pose la question des méthodes, évidemment, jusqu'où aller. C'est une question abyssale. Et le roman juxtapose ça avec une nouvelle surprenante, non? Oui, au même moment où presque on annonce la fin, fictive dans le livre, du conflit russo-ukrainien. Est-ce lié au démantèlement de l'axe Bilnets? Est-ce que l'affaiblissement de ces réseaux a eu un impact? Simple coïncidence? Le livre laisse planer le doute. Et il y a cette dernière scène dans le taxi qui est assez parlante. Oui, Hervé rentre de cette exécution. Le chauffeur de taxi parle des infos, exprime un scepticisme total, dit que tout est mensonge, manipulation. Le contraste est énorme. D'un côté, la perception du public, parfois très loin de la réalité, et de l'autre, la complexité, la violence cachée des opérations qu'Hervé vient de vivre. Des opérations qui, peut-être, influencent vraiment le cours des choses. Donc, en résumé, cette plongée dans ce que la lumière doit aux ténèbres, ça nous a montré quoi? Une mort orchestrée par deepfake, des identités fluctuantes, le jeu dangereux entre CIA et NSA, un complot international. Et surtout, le prix humain terrible de ces gardes de l'ombre, jusqu'à la vengeance finale. Ça soulève plein de questions, c'est sûr, sur la notion même de vérité aujourd'hui, sur les limites morales dans ces combats contre des menaces globales. Et finalement, quel est l'impact réel de tout ça sur le monde qu'on voit? Le titre, Ce que la lumière doit aux ténèbres. Il nous interroge là-dessus, oui, quelle part des événements visibles est en fait façonnée par ces luttes souterraines, ces actions clandestines. Dans ce grand jeu mondial, où est la frontière entre l'ombre et la lumière? C'est peut-être la question qu'on peut laisser en suspens après cette exploration.